l'extrême est de la France, l'Alsace s'impose comme une région au patrimoine culturel fort et à l'identité marquée. Chaque village fait honneur à la tradition. Le bâti aux multiples couleurs et les maisons à colombages dépaysent le visiteur de passage. Avec son climat continental, l'Alsace est soumise à de fortes températures pendant l'été, mais n'est pas épargnée par les pluies et les orages de chaleur qui donnent naissance à des teintes contrastées et des lumières en perpétuel mouvement. À 30 km au sud de Strasbourg, le piémont des Vosges est dominé par le mont Saint-Odile, un haut lieu spirituel alsacien. Situé à 750 mètres d'altitude, il offre une vue exceptionnelle sur tout le pays. Ce territoire présente une grande variété de panoramas. Ses plaines céréalières le long du Rhin sont dominées par les douces montagnes des Vosges et ses forêts exubérantes abritent la cascade du Howald. La composition géologique des sols se révèle également propice à l'élaboration des grands crus viticoles d'Alsace. Albert Seltz est viticulteur de père en fils depuis 15 générations. Passionné par son métier, il se bat quotidiennement pour retranscrire dans ses vins l'histoire de son terroir. Sur ses parcelles, à Mittelbergheim, il produit un vin typique d'Alsace, le Sylvaner. À quelques kilomètres, à Börsch, Mathieu Spindler cultive des petits fruits de saison et les transforme en confiture et en sirop. Pour lui, une seule règle, respecter la nature et prendre ce qu'elle a à nous offrir. Alors là, on est sur de la fraise, donc je travaille avec différentes variétés. Donc là, vous avez Syrafine, mais il y a également de la Marat des Bois, donc qui est bien connue, également en début de saison avec de la Gariguette. Et donc les plants que vous avez derrière moi, c'est de la Sangana. Issu d'une famille d'artistes amoureux de la nature, Mathieu a décidé d'exprimer sa créativité dans un jardin. Il récolte aujourd'hui sur des fraisiers dits remontants, c'est-à-dire qu'ils produisent des fraises à 2 reprises dans la saison. Il cultive de nombreux autres fruits, framboises, cassis, abricots ou encore rhubarbe, et il est ouvert à de nouvelles techniques culturales respectueuses de l'environnement. Cultiver, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis tout petit, c'est un truc que j'ai les pieds dans la terre depuis que je suis gamin. Et puis aussi de par mon passé, parce que j'ai une formation en biologie, et donc la mise en place de nouvelles pratiques culturelles qui sont plus respectueuses de l'environnement, c'est quelque chose qui me parle. Donc pour moi, c'était une évidence que si je me lançais dans le domaine, c'était de gérer un peu de A à Z et de mettre en place aussi voilà, en culture des nouvelles variétés, qu'on n'a pas, ou plutôt des anciennes variétés, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les étals parce qu'elles ne produisent pas suffisamment, elles ne rentrent pas dans les critères des producteurs traditionnels. Mathieu cultive en permaculture. La technique consiste à laisser faire. Il ne travaille jamais la terre, il se contente simplement de l'enrichir avec du paillage. On va laisser faire un peu la nature, parce que c'est l'idée aussi, c'est vraiment d'inscrire la production du fruit dans l'environnement avec le biotope, travailler avec ce que la nature nous offre, donc les auxiliaires, des coccinelles aux hérissons, voilà. Quelle que soit la démarche, permaculture et d'autres d'ailleurs, maraîchage sur sol vivant, ce type de mouvement, c'est vraiment de préserver les sols. Donc on va les couvrir pour éviter qu'ils s'érodent. Là, on a vraiment un principe fondateur, donc on va pailler, mettre également des engrais verts donc pour enrichir le sol. Donc c'est vraiment cette démarche-là qui est mise en pratique ici. Le jeune agriculteur travaille à son rythme et n'a pas pour ambition d'agrandir sa production. Pour lui, le principal est de donner naissance à des produits de qualité, d'écouter la terre et de composer en accord avec la biodiversité. Un peu plus au sud, à Mittelbergheim, Albert Seltz a lui aussi une approche de la terre bien à lui. Il respecte sa vigne et le terroir. Vigneron en agriculture biologique, Albert intervient très peu sur ses sols. D'abord, en bio, on a un sol qui est vivant. Ça, c'est déjà très important. On peut mettre la main dedans. Et ensuite, ça va sentir la vie. Ça sent la betterave, ça sent le sucre. C'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, le sol fonctionne, les racines vont pouvoir puiser toutes les choses qui sont essentielles justement à ce raisin, qui fera qu'à un moment donné, le vin sera différent. Voilà. Donc en fait, quand on a ça, on découvre que on a un sol qui est
travaillé naturellement par le végétal. Et c'est ça où c'est bien. Alors, on peut se dire, ouais, c'est pas propre, mais c'est propre, la vigne ne souffre pas, elle est verte. Alors qu'on on est en juillet, il fait très sec. Donc normalement, la vigne devrait souffrir. On découvre qu'en plus, on a une charge qui est juste raisonnable. Ce qui veut dire qu'en fait, la vigne est en autogestion et au moment de la récolte, on va pouvoir obtenir de beaux raisins qui vont donner un bon vin. Parce que pour avoir un bon vin, il faut du beau raisin. Il ne faut pas de la technologie ou toutes ces choses-là. Il faut un sol qui fonctionne, il faut une vigne qui soit en mesure de pouvoir prendre l'information et la restituer dans le raisin pour que le vin à la fin soit harmonieux. Comme une musique, le vin est une harmonie entre différents éléments. En véritable compositeur, le vigneron va jouer avec le climat, la terre, mais aussi avec l'énergie de la plante. La nature s'accorde avec les sols argilo-calcaires du Zotzenberg et permet au sylvaneur d'exprimer au mieux sa mélodie. Il n'y a pas de mauvais millésime, il n'y a que des mauvais vignerons. La nature, elle est belle chaque année. Donc en fait, si tu as beaucoup de soleil, tu auras beaucoup d'alcool. Si tu as beaucoup d'alcool, tu as de la complexité. Si tu as des vins complexes, tu vas mettre des vins complexes sur des plats complexes. Et si, à contrario, tu as un millésime plus simple, donc tu vas avoir un vin plus simple et tu vas prendre sur ce vin plus simple, un plat plus simple. Je veux dire, nous, on va essayer de faire des vins qui vont fonctionner avec ce qu'on va manger. C'est très important. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais millésime. Voilà, je veux dire qu'il n'y a qu'à Bordeaux qu'il y a des bons millésimes. Hein. Parce que c'est aussi les notions d'argent qui arrivent et donc on n'a plus le droit d'avoir de mauvais millésimes. Nous, on n'a pas de mauvais millésimes, on n'a que des millésimes intéressants. Avant de terminer la vérification de ces différents cépages, Albert rejoint son fils Jérémy, qui est en plein apprentissage. Ça vient là. Non, ça c'est bon. Savoir écouter la vigne et la comprendre demande de la patience. Mais le vigneron sait bien que suivre l'évolution du raisin est indispensable pour prévenir les éventuelles maladies et anticiper sa récolte. Le ramassage matinal des fraises s'achève pour Mathieu. Il se rend dans son laboratoire pour commencer la transformation de ses fruits en confiture. Il y a un peu deux démarches qui se complètent. Il y a la démarche locale déjà. On peut me retrouver à la boulangerie du coin, mais également donc, dans les magasins bio et les épiceries fines dans la région. Il y a pas mal de distributeurs effectivement qui sont sensibles à ce type de démarche, donc il y a de la demande à ce niveau-là, ça c'est sûr, et les consommateurs également. L'idée c'est aussi de faire de la vente directe. Donc on a des chambres d'hôtes, ça permet aussi de faire goûter les produits. Sur la transformation, c'est pareil, c'est faire à la main, petit, un peu comme ce qu'on peut faire à la maison. C'est conserver en fait cette qualité qu'on a pu goûter chez nos grands-mères par exemple. C'est-à-dire pas forcément des chaudrons de 50 kg de fruits, c'est des petites casseroles. En l'occurrence, je travaille sur des petits volumes. Je fais une douzaine de pots à la fois. Ça permet aussi de cuire plus rapidement, donc de préserver les qualités et la couleur du fruit. Et ça, c'est l'idée. C'est de faire petit mais bien. Mathieu réalise tout seul, de A à Z, mais toujours en prenant le temps nécessaire, car il vise des produits d'exception qui s'inscrivent dans une démarche durable. La fraise, grosso modo, la transformation prend quand même plus de temps que la cueillette. Et concilier les deux, c'est pas toujours évident, c'est un peu un pari. Après, c'est un peu le jeu. Quand on aime aussi, on a tendance à compter. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne compte pas, mais quand on se réveille tous les matins et qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait, on n'a pas trop de problèmes. Voilà, à avoir des grosses journées, ça aide. La confiture est un savant mélange de fruits et de sucre. L'échange entre ces deux ingrédients va avoir pour effet de retirer l'eau du fruit pour n'en garder qu'un concentré sucré. L'acidité du fruit, le sucre, la cuisson et la mise en pot garantissent aux confitures de Mathieu une conservation sur 3 ou 4 ans. Après une bonne dizaine de minutes de cuisson, Mathieu vérifie la teneur en sucre de son produit final. Parfait. Il n'hésite pas à expérimenter de nouvelles recettes.
a apporté une touche de fraîcheur et de modernité à ses produits pour le plus grand plaisir des fins gourmets. À Obernai, Janine Strom et son frère ont ouvert en 2015 une boulangerie 100% sans gluten. Ils travaillent principalement avec de la farine de riz, ce qui permet aux intolérants au gluten de profiter d'une véritable boulangerie-pâtisserie proposant des produits variés. Ici, on transforme avec originalité les produits des artisans locaux, comme les confitures et les fruits de Mathieu. Les fruits de Mathieu, ils sont riches en saveurs. Selon les variétés, il y a vraiment une différence qui est marquée. Donc, puis on sent l'amour du fruit, c'est-à-dire qu'il connaît ses fruits par cœur. Il connaît même leur histoire, parce il y a des pieds qui sont là depuis des années et des années. Et puis tout ce qu'il fait, c'est vraiment juste de la pure création avec ses confitures à la tomate, églantine et tout ça. C'est vraiment fantastique. Janine Strom est l'une des rares professionnelles de la région à pouvoir se fournir en fruits bruts chez Mathieu. Oh, fantastique, tu m'as ramené des fraises. Oui, les fraises du jardin, toutes fraîches, cueillies ce matin. Fraîches. On va faire des super trucs avec. J'espère bien. Des bonnes tartelettes. D'ailleurs, j'en ai fait des nouveautés. Avec les... Je t'en avais parlé. Ouais. Fraises, tu vas voir, c'est exceptionnel. J'attends de voir ça. Alors, tu as deux versions. Tu as une Linzer-Torte, c'est une spécialité alsacienne, mais revisitée, avec ta délicieuse confiture de fraises. Mais là, en dessous, on a mis un pesto de menthe aux noisettes. Ah, bien. Donc ça, c'est la version nature. Et après, c'est la même chose, mais avec une ganache montée à la vanille, au chocolat blanc et à la menthe. C'est les classiques. Mais elles sont magnifiques, tes fraises, non? On sent vraiment la différence de goût selon les variétés, forcément. Et puis elles sont choyées. Ah oui, bien sûr. Beaucoup d'amour. Bah oui, j'ai vu ça la dernière fois. C'est fantastique. Alors que les clients peuvent d'ores et déjà déguster les fruits de l'été avec les confitures de Mathieu et les pâtisseries de Janine, il faudra encore attendre quelques mois avant de récolter le raisin qui donnera le sylvaner tant réputé de Mittelbergheim. Longtemps relégué au second plan, le sylvaner s'est effacé au profit des grands crus alsaciens comme le Riesling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Pourtant, le sylvaner est un vin complexe qui sait se démarquer et la cuvée 2016 en maturation dans les caves d'Albert commence déjà à révéler son potentiel. Par rapport au travail du vigneron, on va réussir à obtenir des vins avec une certaine complexité, plus ou moins intéressante. Et pour le sylvaner, dans le cadre du sylvaner, on a un vin qui n'est pas très intense, qui est introverti, mais qui a une très grande droiture. Il y a cette stabilité, il y a cette bienveillance à l'égard de ce que vous pourrez trouver dans votre assiette, qui font qu'il devient extrêmement social. Albert a mené un combat acharné auprès des autorités pour redonner à son vin l'attention qu'il mérite. Après plusieurs années de lutte, il a réussi à obtenir l'appellation Grand Cru pour les sylvaners de Zottenberg. À ce jour, ce sont les seuls sylvaners à en bénéficier. Il faut savoir que Mittelbergheim est connu pour son sylvaner parce que nos grands-parents ont fait des grands sylvaners sur ce village. Et donc, le village était en train d'arracher le sylvaner pour planter des Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer, parce que bien plus facile à vendre. Et on était en train d'ignorer l'histoire ancestrale des générations antérieures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de défendre, en mémoire de ce qu'ont fait nos grands-parents, ce fameux sylvaner, parce qu'il nous donne la possibilité d'être complètement différents des autres cépages alsaciens. De la vigne à la cave, Albert produit son vin dans le sillage laissé par ses ancêtres, avec l'envie de mettre en éveil l'essence de celui qui le boira, mais aussi de lui transmettre l'histoire et les traditions de son terroir. Pour les visiteurs curieux d'en savoir un peu plus sur les vins d'Alsace, Albert organise personnellement des visites à la cave. Il donne ainsi les clés pour comprendre les subtilités de ces différents vins. Hello everybody. L'architecture aromatique d'un auxerrois, d'un pinot blanc, d'un riesling, d'un pinot gris, en fonction de son terroir, en fonction de son microclimat, va faire qu'il va avoir des expressions, des intensités, des tempéraments complètement différents. Après, il y a des trames
Je veux dire, le Riesling a une trame acide, je veux dire, le Gewürztraminer est sur les épices, la rose, le litchi. Et le Sylvaner, c'est voilà, c'est le filiforme avec beaucoup de profondeur, quand il est bien fait. Pendant la haute saison, Albert reçoit environ 500 visiteurs par mois dans ses caves. Et il termine toujours la visite en donnant quelques conseils de dégustation. Nose will give you the information of corked or not corked, fruity or not fruity. But here we try to understand if the wine is clean or not. Then we put it in the mouth. Valérie Ebener est guide touristique en Alsace. La visite de Mittelbergheim et des caves d'Albert est pour elle un incontournable, autant pour la qualité de ses vins que pour le personnage. Il parle de sa terre et quand il parle, on sent vraiment qu'il a l'Alsace qui coule dans ses veines. Quand il parle là, pendant la dégustation, il met vraiment ses tripes sur la table. Il met son cœur. Donc c'est touchant et je pense que c'est ce qui va vraiment droit au cœur des gens. J'ai toujours fait ça. Le problème, c'est de faire ça avec son cœur et pas en essayant de donner une information aux gens. J'aime ma région, on a quelque chose à faire découvrir qui n'est pas encore connu. Et donc, c'est très important à un moment donné de pouvoir donner ces informations et de les communiquer à des gens qui sont intéressés par le vin. Puis l'Alsace, c'est une super région, quoi. Je veux dire, c'est une région qui est super complexe, qui est très compliquée, qui n'a pas une très grande lisibilité. Et donc, elle a besoin de vignerons pour essayer de la rendre intéressante. Albert attache une grande importance à transmettre son amour de la terre et du vin. Partager ses connaissances et aider les amateurs à comprendre ses vins faisant partie intégrante de sa vision du travail de vigneron. Mathieu reçoit la visite de Yannick, un ami d'enfance qui lui aussi s'est installé récemment en permaculture. Il est en pleine forme ce jardin. Oui. L'association des légumes là, avec les fruits. Pour ces deux agriculteurs, l'entraide et le partage sont des valeurs essentielles dans leur métier. Yannick vient donner des conseils techniques à Mathieu pour améliorer sa production de tomates. Ouais, mais en termes d'activité chlorophyllienne, si tu enlèves celle-là, tu as encore de la... Ouais, en fait, les feuilles de tomates, une fois qu'elles ont passé 2 mois, elles deviennent quasiment presque inutiles pour la plante. L'activité, elle se fait beaucoup plus dans les jeunes. Sur l'apex. Et ça descend en fait. Donc tu peux te permettre d'effeuiller jusqu'au-dessus du premier bouquet. C'est même sain pour la plante en fait, quoi. De lui enlever les anciennes feuilles et de permettre aux nouvelles de repartir. Ouais. De plus en plus de jeunes comme eux s'installent sur de petites parcelles. Les notions productivistes s'estompent peu à peu pour laisser la place à une culture mettant l'accent sur la qualité du produit. Et là, avec le renouveau de l'agriculture, je pense qu'il y a de plus en plus d'installations sur petite surface. Là, c'est vraiment un renouveau. Ces 5-10 dernières années, les gens ont compris qu'il n'y avait pas besoin de cultiver sur 3-5 hectares. Peut-être faire sur petite surface et bien valoriser son produit. S'il y a, comme nous, plein de petits producteurs dans chaque village, ou dans chaque ville, dans chaque canton, qui fait chacun sa petite chose, du maraîchage, des petits fruits, des plantes, etc. C'est l'avenir, c'est clair, quoi. On va vraiment développer un côté local, les gens vont consommer local. Yannick et Mathieu sont complémentaires. Ils s'apportent tous les deux un précieux soutien afin d'améliorer leur activité sur le plan professionnel, mais aussi moral. De toute façon, on ne peut pas être seul. On est dans la démarche aussi qu'on a avec Yannick par exemple et d'autres personnes qui sont dans le même domaine, c'est justement cette entraide, c'est cette collaboration. On ne se construit pas et on ne construit pas ce type de projet tout seul. Et ce n'est pas l'idée. C'est effectivement inscrit dans les principes de la permaculture, c'est cette collaboration, cette entraide. Mais j'ai envie de dire que ça devrait être élargi à n'importe quel... voilà. Ça ne devrait pas en tout cas être limité à ce type de pratique, ouais, ou de démarche. Pour moi, c'est une évidence. Albert est lui aussi très attaché au partage des savoir-faire. Aujourd'hui, il emmène son fils Jérémy dans les caves pour une dégustation. On va goûter un peu là parce que... Des sculptures ou des dessins de pélicans sont dispersés un peu partout dans son domaine. Dans le bestiaire religieux, cet animal représente le don de soi et la renaissance.
Alors ce que je compte faire plus tard, c'est de travailler sur cette exploitation pour remplacer mon père. Puisque déjà, j'aime beaucoup travailler dehors et être au soleil et travailler avec la vigne, avec la nature. J'ai grandi dedans, du coup je me suis tout de suite projeté dans ce métier-là. Je vais essayer de voyager un peu d'abord un maximum jusqu'à mes 25 ans et ensuite seulement reprendre par la suite après l'exploitation. Et essayer aussi d'apprendre un maximum l'anglais pour pouvoir accueillir la clientèle car c'est aussi super sympa de pouvoir faire ça, de montrer notre patrimoine qui a été construit d'année en année. En attendant de se perfectionner en Californie et en Nouvelle-Zélande, Jérémy souhaite faire une formation pour apprendre la culture en biodynamie. Mais pour le moment, son apprentissage se fait dans la cave avec son père. Donc c'est quoi? Ça commence fruité. Donc c'est fruité, vas-y goûte. C'est salin. Voilà, c'est fruité, c'est gras. Ouais. On a cette sensation de sucre et en fait qui finit complètement, qui a asséché. Voilà, ouais. Ce côté salin qu'on a, je veux dire, une fois que le sucre est passé, on découvre que la bouche salive. Et écouter ce que la bouche a à dire, c'est super important. Et une fois qu'on a compris ce mécanisme, eh ben, ça nous permet de savoir, par exemple, que ce vin fonctionnera très bien avec le foie gras. Chose que normalement on ne fera jamais avec un sylvaner, tu vois. Donc le travail en Alsace, il y a 7 cépages, chacun a sa personnalité. Mais le sylvaner, quand il est bien fait, est absolument un grand vin. Et notre rôle à nous, à Mittelbergheim, et chez nous en particulier, chez Albert Sels, c'est justement de pouvoir prouver que le sylvaner est un cépage qui a la possibilité de s'exprimer sur la très belle gastronomie. Albert et Mathieu ont dédié leur quotidien à l'élaboration de produits d'exception. À l'écoute des autres et du patrimoine de leur région, ils savent travailler en symbiose avec leur terroir. Ils confectionnent ainsi des produits originaux avec du caractère, à l'image des paysages qui les entourent au cœur du Piémont des Vosges. Située au sud-est de la France, la vallée du Rhône doit sa richesse aux millions d'années qui la précèdent, lorsque le Massif central et les Alpes se sont affrontés, que la Méditerranée s'y est jetée et que les volcans y ont chanté. De cette symphonie résulte aujourd'hui un sol riche en granit, en calcaire, en silice et en argile, qui nourrit depuis des siècles les 42 000 hectares de vignes de la région. C'est ainsi qu'à Domazan, au château de Bosc, le vigneron Guillaume Reynaud cultive des raisins et les transforme en Côtes-du-Rhône, une appellation d'origine protégée dont les arômes et la production sont spécifiques au terroir. Dans la même ville, Jean-Claude Perretto cultive lui aussi un fruit riche de ce que lui offre le sol, la grenade. Appelée par les provinciaux la Miugrano, qui signifie 1000 grains, son goût est à la fois sucré et acidulé. Aujourd'hui, c'est les vendanges au château de Bosc dans les vignes de Guillaume. Le Côtes-du-Rhône est un vin d'assemblage composé de plusieurs cépages comme la Syrah, le Mourvèdre, le Marcellin ou celui-ci, le Grenache. C'est le cépage principal de l'appellation, donc on en doit en avoir 40% minimum pour les Côtes-du-Rhône village et 30% pour les Côtes-du-Rhône. Sa particularité, c'est que ça fait des vins amples, soyeux et élégants. Les différents cépages sont complémentaires. Chacun apporte son caractère et réagit à sa manière aux conditions météorologiques. Cette année, le Grenache, qui donne de la volupté, a perdu son jus. Quant à la Syrah, les grappes ont mis trop de temps à arriver. La sécheresse qui a sévi tout l'été a fait qu'on a des rendements cette année très, très faibles, ce qui permet d'avoir des raisins vraiment très concentrés et des qualités de maturité qui sont vraiment optimales. Aujourd'hui, la météo est clémente pour vendanger avec cette machine qui secoue les feuillages pour détacher les baies et les récupérer. C'est l'employé de Guillaume qui s'en charge. Ça a l'air de bien se passer. La récolte est jolie là. Les cailloux, ils te secouent pas trop? Ça va, un petit peu. Le Côtes-du-Rhône de Guillaume a une petite particularité. Il est sans sulfite ajouté, un antioxydant utilisé en œnologie pour conserver le vin et développer ses qualités sensorielles. Pourtant, le vigneron l'utilisait également il y a quelques années lorsqu'il travaillait avec son père. On a travaillé en faisant
comme il faisait avant, parce que bon, il m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, donc il me montrait comment il fallait faire, comment il fallait travailler en cave. Et puis après, bon, j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'irritaient, qui me faisaient des incommodations, donc j'ai cherché un petit peu ce que c'était, et puis on s'est rendu compte que c'était les sulfites. Donc on a essayé de trouver des solutions pour s'en séparer. Pour Guillaume, le sans sulfite commence à même le sol. Sur ce territoire, les parcelles sont couvertes de galets. Ils absorbent la chaleur du soleil la journée et la restituent le soir. La température et la maturité sont alors constantes sur la grappe, ce qui permet de maintenir la vigueur du vignoble. Ces galets ont toujours habité ces vignes et le sans sulfite ne date pas d'hier. Je suis la 5e génération qui fait du vin, donc c'est vrai que le fait de passer en sans sulfite, ça rappelle mes premiers arrière-grands-pères qui faisaient des vins sans soufre et qui faisaient ça juste pour déguster, et que des fois, quand ils avaient une petite pointe, comme ils disaient, c'est qu'il y avait un petit peu de volatile et que ça sentait un petit peu le vinaigre. Mais bon, aujourd'hui, on a les maîtrises qui permettent d'éviter ce genre de choses et voilà. Bon, allez. C'est aussi l'heure de la récolte pour Jean-Claude Perretto. Mais ici, pas de machine. Avec son associé, il cueille la grenade à la main et au sécateur. Ce fruit arrive à maturité au mois d'octobre, pourtant Jean-Claude n'hésite pas à venir un peu plus tôt pour récupérer les premières. Pour reconnaître la maturité d'un fruit, d'abord au son. On tape dessus, lorsqu'on a ce son métallique là, qui résonne, eh bien, ça veut dire que la grenade est mûre, il n'y a pas de problème. Et moi j'ai une deuxième alerte dans le verger, c'est que j'ai des écureuils qui sont là, et quand les grenades sont mûres, ils commencent à les consommer. Donc voilà. Sur son terrain, Jean-Claude dispose de plusieurs variétés de grenades et il y en a pour tous les goûts. Il en existe 1200 à travers le monde, mais la plus présente en Provence s'appelle la Provence. Et il y a aussi celle-ci. Donc ça, c'est une variété qui s'appelle Mola de Elche, qui est une grenade de bouche par excellence. Donc là, on fait comme si on devait peler une orange. On coupe en dessous. On fait l'entaille à l'intérieur pour pouvoir ensuite... ce sera plus pratique pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc là, nous avons les arilles, c'est la partie que l'on consomme. Ici, vous avez les loges. Je ne résiste pas quand j'ai des grenades devant moi. C'est vraiment délicieux. La grenade est originaire d'Asie centrale et occidentale. Depuis l'Antiquité, elle a traversé le monde, les mythologies et les religions en se voyant attribuer des valeurs symboliques fortes comme la fertilité, la fécondité ou la paix. C'est par les Romains qu'elle arrive jusqu'en Provence, mais finit par disparaître à l'apparition des vignobles. Après un siècle d'absence, Jean-Claude redonne vie aux grenades et les siennes sont 100% bio. Je dirais même plus que bio, parce qu'il y a des produits qu'on pourrait mettre que je ne mets pas, puisqu'il y a zéro intrant dans ce verger. Et on a aussi, on ne travaille pas le sol. Donc le sol est vivant ici, il n'y a pas de tracteur qui passe. Et à la première pluie, tout repart, vous avez un écosystème qui est bien, qui fonctionne bien. Et ça déjà, ça m'évite beaucoup de travail, donc c'est super. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil, c'est ainsi que doivent vivre les grenadiers. Mais cette année, la sécheresse a été rude et a nécessité une irrigation particulièrement importante. Une mauvaise surprise pour Jean-Claude quant à ses dépenses, mais qui ne semble pas nuire à la récolte. Mais la journée était bonne, et la récolte pour une journée, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, bon, on y va. Après les vendanges, le raisin arrive ici pour le processus de vinification. Cela commence par le triage dans une machine qui sépare les grains de raisin des branches et des rafles. Alors la rafle, c'est ça, c'est ce qui tient tous les raisins sur la vigne, et l'utilité de l'enlever, c'est pour éviter d'avoir des goûts de verdeur et des tanins non élégants.
À l'aide de ces longs tuyaux, le raisin est ensuite envoyé vers les cuves où il va fermenter. J'aime bien gazé carré. L'ennemi du vin, ce sont les échanges de température trop rapides entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour cela que Guillaume utilise des cuves en béton, typiques du domaine et idéales pour les vins sans sulfite ajouté. L'avantage du béton, c'est que ça a des parois relativement épaisses et les échanges thermiques sont très longs et du coup ça évite un vieillissement prématuré du raisin. Vous avez ici une plaque en inox, c'est ce qu'on appelle les drapeaux. Ça permet de refroidir ou de réchauffer la cuve en fonction de la température souhaitée. Pour la fabrication du Côtes-du-Rhône rouge, à la différence du blanc et du rosé, le raisin macère avec le jus. Même si la fermentation est synonyme d'attente, elle nécessite des interventions. Donc là, je fais un remontage. C'est-à-dire que je récupère le jus qui est en bas de la cuve, que je fais passer sur la pellicule des raisins qui, elle, est au-dessus, qui flotte. Toutes les bonnes choses sont dans la pellicule et du coup, il faut faire des échanges pour avoir plus de couleurs, plus de concentration, plus d'arômes. Dès cette étape sur les échanges entre le jus et le raisin, Guillaume peut affiner le caractère de son vin. Il termine par la mise au propre, qui consiste à clarifier le jus en enlevant tous les dépôts indésirables. Déjà, quand tu vois que la mousse elle est colorée, c'est que le jus l'est aussi. Bon, tu continues sur les autres après. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Allez, je te remets l'échelle. Les Côtes-du-Rhône de Guillaume ont une autre particularité. Aujourd'hui, il est le premier à pouvoir revendiquer le fait de produire du vin de garde sans sulfite ajouté. C'est-à-dire que depuis 2010, ces bouteilles se conservent malgré une évolution du vin tout à fait naturelle et sans antioxydants. Cela demande une exigence et un travail minutieux qu'il a mis en place avec Jean-Philippe il y a 8 ans. C'est sa sœur qui nous a mis en contact, si mes souvenirs sont bons. Et de fil en aiguille, on a construit notre collaboration sur des liens de confiance. Et à partir de là, il y a quelques années, donc il y a 7-8 ans, assez rapidement, il a eu l'idée, qui à mes yeux était plus que saugrenue, de faire des vins sans sulfite. Et on a testé les techniques, on a tourné en rond. Et par chance, on a défini assez rapidement des techniques de travail en fait. Belle couleur là pour commencer, quelques jours. Non, ça sort bien. Ça a 2 jours, non, on est quel jour? On est vendredi? 2 jours. 2 jours, ouais, non mais c'est pas mal. On va bien travailler en séquençage jusqu'à 1020, 1030, 1020. Pour veiller à ce que le vin soit de la meilleure qualité possible et dure dans le temps, il a fallu revoir une somme de petits détails indispensables à son élaboration. En fait, ce qui est vraiment important, c'est la dynamique de la fermentation, comment elle se passe, les températures, on joue sur des créneaux de température, on joue sur la dynamique des populations levuriennes. C'est un travail qui est prenant et qui plus est, une fermentation va durer 10 jours. C'est-à-dire qu'en 10 jours, il faut rester concentré sur ce qu'on fait, on n'a surtout pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que jour et nuit, le milieu fermentaire, qui sont essentiellement des levures, elles agissent en fait. L'observation est primordiale. Guillaume et Jean-Philippe sont attentifs à la couleur, au goût, à l'odeur. Un travail nécessitant une perpétuelle remise en question, mais qui porte ses fruits. Ça a l'air d'aller. Chapeau joli. Ouais. Belle couleur, ça fermente, une bonne odeur. Parfait. Ok, on a eu l'essentiel. Aujourd'hui, Jean-Claude a rendez-vous avec Pierre Beau, pépiniériste de la région, pour acheter de nouvelles variétés de grenades afin de pérenniser son activité. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Pierre. Regarde ce que je t'amène de beau. Ça c'est beau, Ouais, ça. Il y a de beaux calibres, Voilà. c'est super. Voilà, je pose le plateau et puis on fait un petit tour dans le verger pour voir ce que ça donne. Avant sa rencontre avec Jean-Claude, Pierre produisait essentiellement des figuiers et n'avait que 5 ou 6 variétés de grenadiers sur son verger. J'ai connu Jean-Claude il y a une dizaine d'années quand il a planté ses premiers vergers. Il est venu me voir à ce moment-là avec ce projet que j'ai trouvé un peu fou parce qu'il n'y avait pas de grenadier du tout dans la région et ça a vraiment été le premier à lancer ça. Et puis grâce à Jean-Claude, je me suis intéressé aux grenades et depuis 10 ans, j'ai récolté une 60aine de variétés. Mais très douce. Ouais. Ça vient de chez toi, hein? Je sais. Les grenadiers qui poussent ici viennent essentiellement du verger de Pierre. Ils font le point sur leur évolution. La grenade qui se fait remarquer, c'est la Provence,
dont Jean-Claude vante particulièrement les mérites. Elle se cramponne au Mistral, elle résiste au froid. Elle résiste au froid, ça c'est important aussi. Les conditions météorologiques sont l'une des raisons pour lesquelles Jean-Claude aimerait développer sa palette de variétés, en espérant pallier les problèmes qu'il a subis cette année. Pierre réalise des tests sur ses grenadiers afin d'observer leur adaptation aux conditions de culture de la région et leur capacité à donner des fruits de qualité. Il en a apporté une bonne vingtaine qu'il propose à Jean-Claude de goûter, dont la Sogdiana, l'une de ses préférées. Pierre, c'est vraiment une bonne grenade, ça. Je crois qu'elle va rentrer non seulement pour la grenade de bouche, mais pour faire un composé pour mon jus, ce sera pas mal, ça aussi. Les nouvelles variétés de grenades proposées par Pierre arborent des couleurs vives et se démarquent par leur douceur en bouche et leurs pépins très tendres, comme cette autre variété, la Sirenevie. Du point de vue extérieur, elle est magnifique. Hein. Ah ouais, c'est super. Le grain est très beau aussi. Très beau aussi. Hein. Elle vient d'où, ça, Pierre? Ça, c'est une grenade qui vient d'Azerbaïdjan. D'accord. C'est magnifique, les arilles sont belles. Et elle reste très douce aussi. Le pépin est très tendre. L'engouement actuel autour de ce fruit est tel que des produits de très mauvaise qualité garnissent les étals au point d'en décevoir le consommateur. Jean-Claude souhaite ouvrir un réel marché de la grenade. Dans un même magasin, on pourra présenter, comme pour les pommes, plusieurs variétés. C'est pour élargir la gamme dans les points de vente et offrir au consommateur une palette de goûts qu'il appréciera. Bon, de toute façon, on va avoir un beau panel, là, hein, c'est bien, je suis content. Selon leurs caractéristiques, les variétés de grenades sont destinées à des usages différents. Ici, dans le laboratoire de la cuillère gourmande, Frédéric Fontevieille récupère les grenades de Jean-Claude pour en faire de la gelée. La variété utilisée aujourd'hui est la fameuse Mola Delce. C'est une variété que je ne connaissais pas, donc qui sont d'un calibre très intéressant. Et vous voyez les grains de la grenade, les arilles qui sont très très belles. Ici, Frédéric travaille de manière traditionnelle, à la main, dans ces bassines en cuivre qui ne peuvent contenir que 7 à 8 kg chacune, ce qui oblige à ne faire que de petites quantités. Le jus de grenade y est porté à ébullition et du sucre lui est ajouté avant de chauffer à nouveau. C'est là où on commence à sentir les parfums de la grenade. On sent très très peu d'amertume dans cette grenade par rapport aux autres grenades qu'on peut travailler. Là, c'est vraiment un parfum très intéressant. Encore un peu de sucre et Frédéric ajoute du citron pour la conservation et de la pectine permettant au mélange de gélifier. Il ne reste plus qu'à le mettre en pot en attendant qu'il refroidisse et durcisse. Alors, ce que j'apprécie dans cette grenade, on peut le comparer ici, il y a un très très bel éclat, une brillance du fruit et une brillance de la gelée que je ne retrouvais pas sur le précédent essai. Là, vraiment, on a une robe un petit peu comme un vin qui s'annonce quelque chose de très très bien et de très goûtu. Là, on retrouve vraiment toute la puissance de la grenade qu'on a pu sentir à la cuisson ou lorsqu'on a extrait les arilles. Un très bon produit, sans aucun doute. La demande de produits à base de grenade est en augmentation pour son goût et pour ses qualités antioxydantes. Mais ses vertus se trouvent majoritairement dans la peau du fruit qui n'est pas utilisée dans la gelée. C'est pourquoi Frédéric travaille sur de nouvelles recettes à développer. Je démarre depuis cette année des essais pour essayer de trouver la bonne recette de la grenade. Il faudrait pouvoir faire une gelée du fruit complet avec son écorce, là où on trouve le maximum d'antioxydants. Mais par contre, c'est là où il y a le plus d'amertume. Donc l'idée, c'est de l'associer avec un autre fruit pour pouvoir avoir les antioxydants et ne pas avoir cette amertume qui peut paraître comme trop importante pour les consommateurs. Aujourd'hui, Guillaume reçoit sur son domaine Éric Morgan, caviste et négociant en vin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue au château de Bosc. Merci, c'est gentil. Éric est spécialisé dans les millésimes rares et anciens. Cette appellation de vin de garde sans sulfite ajouté suscite donc son intérêt et sa curiosité. On va aller déguster les vins et puis tu me diras ce que tu en penses. Ouais, très bien, avec plaisir, je te suis. Merci Allez. beaucoup.
Donc voilà le caveau avec Guillaume lui montre ses bouteilles et n'hésite pas à lui raconter le chemin parcouru pour en arriver là, y compris ses premières expériences peu concluantes. Il y en a, je les ai même pas mis en bouche parce que là, je te sers à rien. Ce truc qui sent le vinaigre, l'autre qui fermente et tu mets tes oreilles, ça bulle encore. Non, merci. Au cours de la dégustation, Guillaume ouvre des Côtes du Rhône sans sulfite ajouté de plus en plus anciens. Il commence par un millésime de 2016, très frais et fruité, puis par une bouteille de 2015. Ouais, c'est pareil, c'est bien charnu, beaucoup plus de rondeur sur la bouche. Ouais, les tanins se sont un petit peu plus arrondis. Plus fondus aussi. On sent que le vin a mûri un petit peu plus en bouteille. Merci. Guillaume débouche ensuite une bouteille encore plus ancienne, de 2013, pour montrer à Eric l'évolution de son vin. C'est très bon, c'est un beau potentiel de garde. Pas du tout au niveau d'un Côte du Rhône classique, quoi. À un moment, il faut être simple, hein, c'est juste très bon. Merci. Merci. Eric est agréablement surpris. Merci à toi. Et envisage même de commercialiser les vins de Guillaume. Venir découvrir ce qu'on a pu goûter aujourd'hui, voilà, on est sur du vin sans sulfite, qui est peu commun, du moins dans le qualitatif et dans le potentiel de garde. Et là, clairement, pour moi, c'est des vins qui ont au moins 5 ans devant eux, 5 à 10 ans devant eux, ouais, sans problème. Ouais, très belle découverte. Chouette vin, et puis d'autant plus un vigneron sympa et passionné, ce qui ne gâche rien. Il y a quelques années, les consommateurs étaient encore très réticents face aux vins sans sulfite ajouté. Mais ils sont aujourd'hui plus attentifs au respect de l'environnement, au bien manger et au bio, des valeurs auxquelles le vin de Guillaume fait écho. Les gens accrochent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est quand même pas déplaisant, parce que du coup, ça fait... Le produit est là, il est de qualité, je pense, et il est reconnu et les gens l'apprécient. Aujourd'hui, c'est la fête de la gastronomie à Marseille, l'occasion idéale pour Jean-Claude de promouvoir ses produits. Il tient le stand avec sa femme et propose des dégustations autour de la grenade aux passants. Goûtez celle-ci. C'est pas la même. Pas du tout, mais c'est pas le même goût. Alors d'habitude, nous ne faisons pas de marché. Mais là, c'est la fête de la gastronomie et on nous a demandé si gentiment de venir qu'on n'a pas pu refuser. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on ne le regrette pas. Bien au contraire, parce que les gens sont très curieux et puis ils sont tous surpris qu'on fasse de la grenade en France et quand on les fait déguster, ils trouvent que c'est extraordinaire au niveau du goût. Trouver de la grenade lors de ce genre d'événement est peu commun. Le fruit attise la curiosité des visiteurs, alors Jean-Claude et sa femme en profitent pour les informer. On n'appelle pas ça des grains, on appelle des aris. Dedans, c'est plein de jus, prends-le. On y met une fertilisation aux algues. Sans blague. Voilà, donc... Tout naturel. Tout naturel. Nombreux sont ceux qui pensaient déjà consommer de la grenade dans leur enfance. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Moi, je voulais goûter ça parce que j'ai une mauvaise idée de la grenade à cause du sirop de grenadine. Mais madame, dans le sirop grenadine, il n'y a pas de grenade. Mais ça ne m'étonne pas du tout, madame. Et est-ce que vous avez pensé à faire ce sirop de grenadine qu'on prend quand on est gamin? Je sais. Alors, et on se dit, tiens, mais même, très bon sirop de grenadine. Même quand on a été gamin, on nous a roulé dans la farine. On nous a roulé dans la farine. C'était pas de la grenadine. C'était un mélange d'arômes artificiels, plus de fraises et de sucre. Parce que la vraie grenadine, on dirait un sirop de grenade. il faut remonter à 150 ans à peu près. Mais faites-le. Et oui, la grenadine que l'on connaît est en fait un mélange de fruits rouges qui ne contient pas de grenade. Jean-Claude et sa femme sont conquis par ce système de vente au plus près des consommateurs. Aujourd'hui, c'est une vitrine pour nous, en région marseillaise, parce que c'est la première fois qu'on vient sur Marseille, et donc ça c'est formidable. Ça se vend bien quand même. Hein? Il y a du succès. Hein? Jean-Claude et Guillaume semblent avoir pressenti bien avant les autres l'intérêt actuel pour leurs produits. Face à cet engouement croissant, la concurrence se développe doucement. Mais ces précurseurs ne devraient pas s'en inquiéter. Ils parviendront à se démarquer grâce à leur expérience, leur philosophie et leurs petits secrets. Niché au cœur de la péninsule du Cotentin, qui s'étend du Mont-Saint-Michel à la pointe de la Hague, le pays de Coutances est une terre de contraste, une terre de liens aussi.
Un trait d'union entre les dunes de sable qui bordent la côte sauvage et les haies végétales qui morcellent le célèbre bocage normand. Ce pays n'est pas qu'un territoire de nature. Du sommet de la cathédrale gothique Notre-Dame de Coutances, plusieurs siècles d'histoire contemplent ces verts pâturages. Tour à tour, terrain de conquête puis de conquérants, cette région a connu l'occupation des Vikings au IXe siècle, mais elle est aussi le berceau de Tancrède de Hauteville, un chevalier dont les fils fondèrent au XIe siècle le royaume de Sicile. Les locaux disent qu'ici, il fait beau plusieurs fois par jour. Une manière de dire, non sans ironie, que le climat est changeant mais plutôt doux, ce qui fait de ce territoire un endroit propice à l'agriculture. Au nord, la lande sableuse n'est pas adaptée à l'élevage. Elle a imposé son caractère aux cultures maraîchères. Sur la côte, à marée basse, des hommes travaillent au milieu d'ombres chinoises. Grâce au fort coefficient de marée, l'ostréiculture a trouvé ici son terrain de prédilection. À l'intérieur des terres, dans le bocage, on croise des vaches normandes, mais aussi un fruit emblématique de toute la Normandie, la pomme. Damien le maçon la cultive ici à Camtour. Cet ancien comptable a décidé de revenir sur les terres familiales il y a 20 ans pour se consacrer à la production de cette fille du pays. Et dans ses vergers, point de pommes à couteau, mais uniquement de la pomme à cidre. Un peu plus au nord, près de la mer, Stéphanie Maubé élève un agneau dont le mode d'élevage est unique en France, l'agneau de Pré-Salé. On le trouve sur toute la côte du Cotentin et il a la particularité de pâturer sur des terrains où terre et mer se côtoient. Ce jour-là, au milieu des herbus, ces vastes prairies alluvionnaires, il règne une ambiance peu commune, presque inquiétante. Une tempête venue du sud de l'Europe apporte avec elle des lumières orangées. Sous un soleil rouge, Stéphanie part chercher son troupeau. Gala, à gauche. C'est bien, tu attends. Oui, bah tu m'attends, Gala, quand même. À l'année, l'agneau de Pré-Salé vit en liberté au milieu des herbus. Mais avant chaque grande marée, il faut les rentrer. Ici, on est sur la zone de pâturage de mon troupeau. C'est une zone qui a l'air d'une paisible prairie, mais qui en fait est submergée par les grandes marées chaque mois. Les petits vestiges qu'il en reste de ces grandes marées, c'est à la fois que de l'eau de mer a été emprisonnée, donc ces jolies petites mares, elles sont pleines d'eau salée. Et la mer, une fois qu'elle se retire, elle laisse plein de petits détritus sur l'herbe. Là, c'est assez rigolo parce qu'on a une touffe d'algues qui date de la dernière marée. Là, on a des petits crabes qui, les pauvres, ont oublié de repartir, donc ils se sont complètement desséchés. Donc un des aspects du métier d'éleveur de Pré-Salé, c'est d'être au courant du calendrier des marées pour pouvoir retirer le troupeau avant chaque marée pour pas que les brebis soient noyées. Puisque sinon, si on était en grande marée, là, je serais sous l'eau jusqu'à là et les brebis seraient noyées. Ces Pré-Salés ne sont pas recouverts d'herbe, mais d'une végétation bien particulière qui a su s'adapter au sel que la mer dépose régulièrement ici. La plante la plus emblématique des Pré-Salés, c'est celle-là. C'est la salicorne. C'est une plante qui a besoin d'être couverte par beaucoup d'eau de mer. Et c'est le cas en fait, de toutes les plantes qui poussent sur les Pré-Salés. On appelle ça des plantes halophytes. Le fait de brouter ces plantes, c'est ça qui va donner à la viande de l'agneau un goût particulièrement subtil et très recherché. On ne peut pas dire qu'il est iodé ou salé, mais il a une tonalité de goût qui est vraiment très subtile, qui est presque du super agneau. C'est la quintessence, c'est presque l'huile essentielle de l'agneau. Ce super agneau, au goût inimitable, a toutefois un prix. Son mode d'élevage extensif au milieu des Pré-Salés est complexe, aussi bien pour l'éleveuse, lorsqu'elle doit courir avec son chien derrière les bêtes, que pour les agneaux eux-mêmes. Une des raisons pour lesquelles cet agneau il est si rare et si cher et si recherché, c'est aussi parce que c'est des conditions d'élevage qui sont vraiment difficiles. Moi, je trouve que c'est ça qui fait la beauté de ce type d'élevage, d'être dans des grandes zones très Far West, très sauvages. C'est exaltant du point de vue de l'éleveur. Mais pour les animaux, c'est dangereux, parce que nos animaux peuvent soit s'affaiblir en fait, parce que la végétation ne leur suffit pas, soit mourir enlisés dans tout ce relief, dans toute cette vase. Il y a plus de raisons de mourir que de raisons de survivre ici. Et c'est un des paramètres qui fait que arriver à produire un agneau qui soit bien conformé, qui soit bien dans ses baskets, qui soit de super qualité bouchère, c'est un défi d'élevage.
L'autre défi, c'est celui du jour. Rentrer le troupeau pour le mettre à l'abri de la grande marée qui approche. Allons-y, Gala. Il n'y a plus qu'une petite rivière à traverser. Viens, Gala. Pourquoi vous êtes allés si loin, les filles? C'est pas du tout votre spot. Malgré ce vent du sud et cette ambiance si peu habituelle, la tâche se révèle relativement aisée et Stéphanie rentre son troupeau avec habileté. La marée va pouvoir reprendre possession des lieux pour quelques jours avant de se retirer et de laisser à nouveau les agneaux paître les herbes salées de ces prairies. Au milieu du bocage normand, chez Damien, en cette douce matinée d'automne, la récolte des pommes peut commencer. Dans son verger de pommiers entièrement biologique, Damien et son salarié Alric ont une technique qui semble dater d'une autre époque. Le ramassage se fait ici essentiellement à la main et à quatre pattes dans l'herbe. Alors on essaye de privilégier le ramassage à la main parce que ça permet effectivement d'avoir un fruit vraiment sain et puis de trier déjà s'il y a quelques pourris. Sauf que quand il y a beaucoup de pommes, pour des raisons effectivement économiques et d'efficacité, ça nous arrive d'utiliser une toute petite machine. Le plus dur dans le ramassage à la main, c'est se relever pour aller vider le panier. Parce que sinon, quand on est accroupi, on est plutôt pas trop mal. Bon, au bout d'un moment, ça fait un peu mal aux genoux. Les pommes à cidre, elles se ramassent au sol. Elles ne se cueillent pas dans l'arbre, contrairement à la pomme à couteau, parce qu'on va chercher l'optimum en sucre. Nous, ce qu'on veut, c'est un maximum de sucre pour avoir le maximum d'alcool. Et en fait, le moment où tout l'amidon s'est transformé en sucre, c'est le moment où elle va se séparer de l'arbre. Donc une pomme au sol, ça veut dire qu'elle est à maturité. Sauf qu'effectivement, il ne faut pas attendre un temps fou. Déjà, ce qui est très important, c'est d'avoir un beau tapis enherbé, comme c'est le cas ici. Le tapis enherbé, il a deux vertus. Le premier, ça va être un coussin amortisseur, donc le fruit va être amorti dans sa chute. Et la deuxième, c'est l'effet chambre froide. L'herbe est toujours entre 8 et 10 degrés avec de l'humidité. Donc même quand il y a un plein soleil, elle est à l'abri, donc elle ne chauffe pas. Donc le fruit peut se conserver comme ça 2, 3, 4 semaines. Même si la pomme peut se conserver, il faut quand même se hâter de ramasser les centaines de kilos de fruits tombés sur le sol. Il existe dans la pomme à cidre plus de 1000 variétés courantes. Damien n'en cultive qu'une infime partie, mais il a besoin d'avoir dans ses vergers des types de pommes très différents. Donc là, c'est Cartigny, donc une pomme douce amère, donc c'est très sucré, c'est beaucoup plus sucré que les pommes à couteau, justement parce que tout l'amidon s'est bien transformé en sucre. Et on a effectivement de l'amertume aussi. On partage la pomme à cidre en 4 familles. Les pommes douces qui vont être très sucrées, les pommes amères qui vont donner de l'amertume, beaucoup de longueur en bouche, essentiellement utilisées dans les calvados, ça donne des calvados très fruités. Les pommes acidulées qui ramènent beaucoup de fraîcheur, notamment dans les cidres doux ou même dans le jus de pomme. Et puis la plus importante de toutes les pommes, surtout nous dans les cidres type Cotentin, la pomme douce amère. Autre caractéristique, les pommes de Damien sont souvent petites, non calibrées et parfois même légèrement tachetées. Un indice qui rappelle la démarche biologique dans laquelle il s'inscrit. L'agriculture biologique, pour moi, c'était une évidence. J'ai eu la chance que mes parents étaient déjà agriculteurs bio. L'agriculture bio, c'est la tolérance. C'est évident que vous avez des maladies, c'est évident que vous avez des insectes, mais il faut les tolérer. Moi, je suis né là-dedans, j'observe maintenant depuis 30 ans que mes parents sont là-dedans, qu'en fait, on a une production tous les ans et qui se fait très bien en intervenant moins humainement. C'est excellent, hein? Elle est bonne, celle-ci. J'adore. Et c'était mon grand-père qui avait planté ces pommiers-là. Mais alors, je ne sais pas du tout c'est quoi comme variété, quoi. Mon grand-père est né en 1911, donc il a dû planter ça. Enfin, c'est un verger d'après de la Seconde Guerre mondiale. En reprenant l'exploitation cidricole familiale, Damien continue ainsi de faire vivre les vergers plantés par ses ancêtres, tout en les inscrivant dans une démarche consciente et biologique. Cet héritage familial, Stéphanie n'en bénéficie pas dans l'élevage des agneaux de Pré-Salé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elle n'est pas née ici et n'est pas non plus fille d'agriculteur. Cette pure parisienne qui détestait la campagne gagne un jour un séjour en Normandie et change de carrière. C'est pas que j'aime la campagne maintenant, c'est que j'ai l'impression d'en faire partie. Enfin, je me sens un acteur de la campagne. J'ai peut-être pas de racines généalogiques ici, mais c'est l'endroit où moi j'ai planté mes racines.
Plus normande qu'une Normande, la jeune bergère décide de ne pas tomber dans la facilité et fait le choix d'élever des races locales à son installation. Il y a 3 races spécifiques dans la Manche, dont 2 menacées. Ce qui, rien qu'en soi, me paraît déjà intéressant et riche. Donc j'ai choisi la race du Roussin de la Hague, qui est une race qui a fait ses preuves parce qu'il a une tête assez foncée, marron foncé, qui constitue une protection naturelle contre le soleil, les embruns, les rayonnements. Et l'autre race que j'élève, qui est vraiment ma race favorite, c'est le mouton avranchin. Lui, il est très menacé, donc il y a un gros travail pour motiver d'autres éleveurs à en élever et pour le sauvegarder. Et le mouton avranchin, c'est la race historique qu'on trouvait sur les prés salés autour du Mont-Saint-Michel. Et pour faire perdurer cette race qui a presque failli disparaître, Stéphanie se bat. Ce matin, elle a rendez-vous avec une poignée d'autres éleveurs. Tous sont venus avec leur plus beau bélier pour identifier celui qui a le meilleur patrimoine génétique. Apparemment, je vais y arriver toute seule. Hop! Oh, mais il est joli ce petit mouton. C'est vrai? Ces petits béliers, il y en a 9 qui ont été amenés ce matin. Ils vont être élevés ensemble pendant 6 mois avec les mêmes conditions d'élevage. Et quand on va les ressortir de ce centre de sélection, on va pouvoir les comparer sur des critères comparables. Et on verra lesquels ont un vrai bon génétique et lesquels se sont bien développés et lesquels autres se sont moins bien développés et sont moins intéressants pour l'avenir de la race. D'accord, mais c'est vrai Jean-Pierre, tu le trouves bien fait de l'arrière? Il est bien de l'arrière, oui. Oh, merci. Améliorer le patrimoine génétique, éviter une trop grande consanguinité et retrouver toutes les qualités de cette race qui avait fait la réputation de la région, voilà les objectifs. Une des caractéristiques de l'Avranchin, c'était de faire une viande qui était excellente, qui était réputée à Paris. Et c'est pour ça que ça a fait la réputation des prés salés. C'était aussi qu'il y avait cette idée que la viande d'Avranchin était vraiment excellente. Malheureusement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture s'est tournée vers des races plus productives et a délaissé ses races historiques. Mais grâce aux efforts de Stéphanie et des autres éleveurs, les prés salés devraient voir revenir de nombreux agneaux au lainage totalement blanc, si caractéristique de l'Avranchin. Le fait de préserver une race locale, ça a déjà beaucoup de sens, mais la démarche que moi j'essaie de faire, c'est de la remettre dans les prés salés, puisque c'est un de ses milieux d'origine. Moi, j'envisage pas d'élever du mouton si c'est pas la race locale dans son terroir d'origine. Mon métier n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas cette cohésion entre la race, le paysage et le goût, finalement, pour le consommateur dans l'assiette. Et le goût, à la boucherie Lombardie de Coutainville, c'est une valeur que l'on défend. Ludovic représente la 5e génération de la famille. Il s'approvisionne essentiellement en viande locale et quand il s'agit d'agneau, il ne jure évidemment que par le pré salé. On vend de l'agneau de pré salé surtout parce que c'est un agneau différent, qui a une caractéristique surprenante et un goût particulier. On considère que c'est un patrimoine et l'un des meilleurs agneaux qui existent. C'est une chair plus rosée, une chair plus claire, plus tendre du coup, et un goût un peu moins fort que l'agneau de terrain par exemple. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Je viens pour vous commander du gigot. Du gigot d'agneau, oui. Pour combien de personnes? Ce serait pour 8 personnes. 8 personnes. En pré-salé. Hein. Oui. Donc au niveau des conseils de préparation? Oui, alors je vous le conseille nature, sans le piquer à l'ail. Si vous voulez un petit peu autour du plat avec des pommes de terre, mais surtout pas le piquer, hein, parce que ça dénature pas mal. L'agneau de pré-salé, oui, il a un goût qui est très fin. Parce que bon, il y a un arrière-goût de noisette qu'on retrouve, dû à la salinité des herbes qu'il mange. Puis il est moins gras que les autres, donc parce qu'il gambade beaucoup dans ses marais, et c'est ce qui fait tout son charme et son goût. Donc c'est vrai que relevé avec une petite pointe de sel et tout, ça pétille en bouche, voilà, je le conseille vraiment à tout le monde, c'est excellent. Côtelettes, gigots ou morceaux moins prestigieux comme la poitrine, l'agneau de pré salé est ici une tradition toujours bien vivante. Emblème du célèbre repas pascal, l'agneau est particulièrement apprécié lors des repas festifs. Le pré salé, c'est une histoire locale. On en mange tous depuis qu'on est enfant. Le dimanche, quand on va chez les grands-parents, c'était toujours le gigot de pré salé, souvent avec les flageolets que préparait la grand-mère. Ça, c'est vraiment la chose typique du secteur qui est ancrée en nous. Ancré dans la tête des Normands, ancré aussi dans le paysage. Tout comme les vergers de pommiers.
Image d'Épinal de ce pays de Coutances, cher au cœur de Damien le maçon. Au calme de la récolte succède un brouhaha mécanique. Ce matin, Damien s'affaire au pressoir. Lavé, trié, déchiqueté, des centaines de pommes défilent devant ses yeux attentifs. Après avoir été réduites en purée, les pommes passent lentement du jaune clair au brun foncé. Ce n'est pas un oubli de Damien, il les laisse s'oxyder volontairement. Ça permet aux chaînes aromatiques de se créer. Donc la richesse des jus va se trouver sous la peau. Et à l'inverse, le jus, lui, il est au cœur de la pulpe. Et donc ces éléments devront diffuser donc, de la peau vers la pulpe, là où est le jus, pour que le jus puisse avoir cette richesse aromatique. Le pressage peut ensuite commencer. Des effluves de pommes fraîches s'échappent de ce gros cylindre métallique, version moderne de l'ancien pressoir en bois. Plusieurs heures durant, la machine extrait automatiquement le jus des pommes. On pourrait penser que Damien n'a plus rien à faire, mais tout le travail de conception du cidre l'attend désormais. La période de récolte, elle dure 2 mois. L'assemblage va être l'élément où on va rassembler toutes ces périodes-là, avec des jus de fin de saison qui vont être nettement plus sucrés que des débuts de saison qui vont révéler peut-être plus d'amertume. Et c'est là, avec l'œnologue, qu'on va clairement orienter entre un cidre douceur qui va être beaucoup plus sucré et acidulé, et un cidre brut type Cotentin qui va avoir de l'amertume, un vrai caractère. Une fois mise en bouteille, la fermentation du cidre va se prolonger et dégager de fines bulles naturelles de CO2 qui resteront prisonnières du flacon. Damien produit 5 sortes de cidre, du jus de pomme, du pommeau, mais le plus précieux des nectars de son domaine, c'est le calvados, le résultat de la distillation du cidre. Ce qu'il faut réaliser dans un fût comme ça qui fait 400 litres de calvados, c'est que ça correspond à 5000 litres de cidre. Et pour faire 5000 litres de cidre, il faut 8 tonnes de pommes. Là, sur celui-ci, c'est un calvados de l'année. Mais là, celui-ci, il a 11 ans. C'est un calvados qui date donc de 2006. Il faut s'imaginer que ce calvados-là, on a 5% d'évaporation tous les ans. Ça veut dire que pour avoir 400 litres, au début, on avait 800 litres. Donc là, ce n'est pas 8 tonnes qu'il y a dedans, mais c'est plutôt 18 ou 20 tonnes de pommes qu'il y a dans ce fût de calvados. C'est des pommes qui ont été récoltées donc en 2005 et des pommiers qui ont été plantés dans les années 80-90. Donc quand vous consommez un calvados qui a 10 ans d'âge, il faut que vous imaginiez que le travail, il a quasiment 40 ans avant, quoi. Dans ce monde où tout va très vite, le calvados impose donc son rythme et enseigne la patience. En attendant de pouvoir faire déguster ce petit morceau d'histoire régionale, Damien distribue ses cidres et ses jus au restaurant du département. Et notamment à Charlène, qui vient d'ouvrir un bar à cidre loin de l'image traditionnelle que l'on pourrait avoir. Aux pipelettes, Charlène sert des spécialités locales. Son petit plus, c'est le cidre à la pression de Damien le maçon. C'est servi à l'assiette et donc chaque assiette avec un verre de cidre différent selon le fromage. Ouais. Ah, excellent. Ah non, carrément. Ça va être sympa, ça. Ouais, carrément. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous préférez comme cidre? Vous préférez plutôt ce qui est sucré, plutôt brut? Moi, sucré, ouais. D'accord. Plutôt sucré? Moi, ça serait plutôt du brut. D'accord. Le vrai cidre normand du terroir. D'accord, parce que du coup, j'ai du cidre à la pression, en brut. C'est local, hein, c'est fait à Camtour, c'est chez Damien le maçon. Donc du coup, je peux vous faire tester ça si vous voulez. Ouais. Ça vous va? Parfait. Ouais. Au niveau de la réaction des clients, quand ils passent la porte, ils sont plutôt étonnés. Et en fait, ils s'attendent à avoir juste un cidre pression. Ils ne s'imaginent pas qu'on puisse avoir différents cidres, pas que du sucré, pas que du brut, pas que du demi-sec. Et donc c'est là où c'est intéressant. Alors, Banoffee Pie, c'est les filles. Particulièrement le cidre pression m'intéressait. Étant consommateur de bière pression, je me suis dit pourquoi pas tenter le changement normand et d'essayer le cidre à la pression. Ouais, ça remplace la bière et du coup, c'est vrai que ça plaît aux hommes et même aux femmes aussi. Hein. Pour manger le midi, c'est top, quoi. Ouais. Comme on n'a pas de bière, on est en Normandie, on a un bar à cidre. Et puis l'idée de faire ça à la pression, c'est bien. Quand je suis face à mon demi de cidre de pression, moi, je trouve que c'est le terroir. On se sent vraiment en Normandie. On manque plus que le petit café Calva derrière et on est bon. Malheureusement, nul n'est prophète en son pays. Le cidre ici souffre d'une image désuète, trop souvent associée à la boisson quotidienne et peu travaillée que buvaient les grands-parents. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, et malheureusement, ce ne sont pas les Normands qui s'intéressent au cidre, c'est vraiment les étrangers.
Certains vont moquer le cidre en étant qu'une pauvre boisson, sans intérêt, faible en alcool, sans goût. Enfin, faut pas s'intéresser à cela, il faut s'intéresser à ceux qui ont compris la richesse du cidre. On a tendance à parler du cidre au singulier, alors qu'on va parler des vins. Et pour moi, on a la même richesse dans les cidres, même si effectivement ils ont tous la même couleur que dans le vin. Sensibiliser le consommateur et lui faire découvrir de nouvelles possibilités, c'est aussi l'une des tâches quotidiennes de Stéphanie. La vente de la viande d'agneau ne lui permettant pas de se dégager un revenu suffisant, elle s'est diversifiée et fait revivre avec Camille, une mercière de Saint-Lô et quelques autres passionnés, une filière locale de production de laine. Ce qui nous a toutes attirées autour de cette idée-là, c'est qu'on avait envie de remettre en place une filière laine dans la région. Donc de retravailler sur l'image de la laine et de la race de mouton avranchin et de pouvoir revaloriser cette laine qui était, il y a très longtemps maintenant, la deuxième meilleure laine de France. Je suis de la région du Mont-Saint-Michel, côté de Beauvoir, et donc je suis interpellé par ce produit-là parce que c'est vachement, c'est doux, c'est... Ah, je suis contente que vous trouviez que c'est doux parce que la plupart des gens trouvent que la vraie laine gratte. Ah bon. Et on est une poignée d'éleveuses et de créatrices textiles, dont Camille, qui a cette boutique, a essayé de relancer la filière laine par le biais des races locales. Effectivement, ça peut sauver des emplois en plus. Oui, il y a du potentiel pour créer de l'économie autour de ça, créer de l'artisanat de qualité. Notre valeur commune, c'est qu'on aime notre territoire et on a très envie qu'il soit davantage mis en valeur. Et à travers le fait de parler de la laine, c'est évidemment une manière de parler du territoire, de ses richesses locales et de le faire connaître aux gens qui bien souvent l'ont complètement oublié et n'ont plus cette sensibilité. Mettre en avant ce pays de Coutances, se battre pour ce terroir, faire revivre ses traditions, ses goûts et ses valeurs non délocalisables, c'est le combat commun que mènent Stéphanie et Damien. Chacun dans son univers, l'un tourné vers la terre, l'autre vers la mer, mais pour aller ensemble dans le même sens.